Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Cheri. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Ad litteram. Bonjour professeur Slim Larmeni. Bonjour cher ami, merci encore de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va continuer avec l'explication des différents articles de la Constitution et nous voici arrivés au chapitre 1er intitulé Des principes généraux et on va traiter les articles 1er, 2 et 3. Tout d'abord professeur Slim, qu'est-ce qu'un principe général de droit? Il s'agit plutôt ici de principes généraux, parce que le concept de principe général de droit est un concept particulier. Mais principes généraux. Les principes généraux sont les règles les plus générales, c'est-à-dire qui concernent non pas tel ou tel pouvoir en particulier, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, judiciaire, les instances indépendantes, mais c'est des règles qui concernent l'ensemble des pouvoirs. En fait, c'est des règles qui structurent l'État lui-même. Et donc, on commence par les normes qui concernent l'État dans sa totalité, pour ensuite passer, c'est l'architecture de la Constitution, aux différents pouvoirs. Il faut que j'ajoute également que même si cela n'est pas exprimé par l'expression française principes généraux, l'expression arabe mabed Amma donne un autre sens, un second sens plutôt, pas un autre sens, un second sens. El-Mabed, c'est ce par quoi on commence. Est-ce qu'on peut appeler ça les fondamentaux? Les fondamentaux ou alors les préliminaires. Les préliminaires. Donc il y a dans ce chapitre, vous le verrez avec moi ou avec d'autres collègues, des articles qui ne sont pas des principes. Oui. Il en est ainsi par exemple du drapeau tunisien. Mais c'est ce par quoi on doit commencer. Donc il y a deux types d'articles dans ce chapitre, des principes au sens de règles générales qui concernent l'État dans sa totalité, et puis des normes qui sont certes particulières, mais qui sont des préalables. Est-ce que ça nous permet de faire ultérieurement l'interprétation ou ça nous aide à lire les articles qui viendront par la suite d'une certaine manière? Cela est certain. Leur généralité fait que ces normes incluses dans le chapitre 1er s'appliquent à l'ensemble de la Constitution, étant donné qu'elles concernent l'État. Ceci dit, ces principes sont directement applicables en tant que tels. Ils ne servent pas seulement à éclairer le reste de la Constitution, mais ils sont en eux-mêmes contraignants, ils sont en eux-mêmes directement applicables. Je voulais justement vous demander, est-ce que ces principes généraux ont une portée juridique et une valeur juridique dans la Constitution? Oui, ils ont la même portée juridique que l'ensemble des règles de la Constitution, y compris le préambule, on en a parlé à la première émission. Maintenant, nous verrons que dans ce chapitre, il y a toutefois des articles qui pèsent un peu plus lourd que les autres, ceux qu'on ne peut pas modifier, mais je pense qu'on y viendra. Justement, c'est ma question suivante, professeur Slim Larmeni. Pourquoi est-ce qu'il y a certains articles de ce chapitre 1er qui sont marqués à la fin par cette phrase « Le présent article ne peut faire l'objet de révision ». Je pense exclusivement des articles 1 et 2. Oui, dans le chapitre 1er, les deux seuls articles où figure cette mention, ce sont les articles 1 et 2, mais deux autres articles font l'objet de mentions semblables dans la Constitution. Le premier concerne le chapitre second relatif aux droits humains. Il s'agit de l'article 49. Et l'autre concerne les mandats dont peut disposer le chef de l'État, qui sont au nombre de 2, et également à ce titre-là, la Constitution a disposé qu'on ne pouvait pas modifier cet article. L'ensemble donc de ces 4 articles sont particulièrement protégés par la Constitution. Il en est dit ce qui suit, même si on modifie la Constitution, il y a des normes qu'on ne peut pas modifier. On les juge donc fondamentales, on les juge donc importantes, plus importantes que les autres. Cela ne signifie pas qu'elles sont au-dessus de la Constitution. Cela signifie que dans la Constitution, il y a des normes plus importantes que d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont au-dessus des autres normes que contient la Constitution? Oui, on peut le dire dans un sens, non pas dans le sens de supraconstitutionnalité, au-dessus de la constitutionnalité, mais plutôt d'hyperconstitutionnalité. Cela veut dire qu'elles ont une force particulière, mais au sein
de la Constitution, non pas au-dessus. Ad litteram. Si on commence par l'article 1er, professeur Slim Larmeni, c'est un article qui a une histoire. Et Oui. c'est un article ancien. Il n'est pas un article qui est proprement créé par la Constitution de 2014. Je crois qu'on le retrouve aussi dans la Constitution de 59. Oui, c'est le même article premier que celui de la Constitution du 1er juin 1959. C'est exactement la même rédaction. Exactement la même rédaction, une rédaction qui avait été en 1959, c'est-à-dire lors de la rédaction de la première Constitution. C'est un article dont les dernières retouches ont été faites par le président Habib Bourguiba. Et notamment cette formule, la Tunisie est un État dont, etc., etc., on va y venir. Comme vous le savez, quand l'Assemblée nationale constituante, auteur de notre Constitution actuelle, s'est réunie, les députés avaient décidé de partir d'une page blanche, c'est-à-dire de ne tenir compte dans la rédaction de la future Constitution ni de celle de 59, ni d'aucun des projets qui avaient été soumis à l'Assemblée nationale constituante, soit de la part de partis politiques, soit de la part d'académiciens, soit de la part de personnalités indépendantes. Étant donné la pluralité des projets qui figuraient sur le bureau, évidemment également la différence de sensibilité idéologique même entre l'Assemblée avait décidé de partir d'une page blanche, ce qui était une gageure. Et donc, il n'était pas question de cet article premier au départ. Là, je vais essayer d'être le plus descriptif possible pour éviter toute subjectivité. Durant l'année 2012, au sein de l'Assemblée, des voix étaient montées pour dire qu'on devrait considérer que l'islam et que la charia islamique est une source du droit tunisien et même une source principale et qu'il fallait inscrire cela dans la Constitution. À la suite de ce projet, il y a eu des réactions, tant au sein de l'Assemblée constituante qu'en dehors de l'Assemblée constituante. Des voix se sont élevées contre, des manifestations avaient eu lieu dans les rues de Tunis, des contre-manifestations également. Nous étions au bord de la crise et plus que cela, au bord de l'affrontement. À cette époque, Majlis Shura du parti Harakat al-Nahda s'était réuni. Il avait décidé de renoncer à inscrire la charia comme source du droit et le lendemain, le président du parti Nahda, Rachid El-Ghannouchi, a fait une déclaration en vertu de laquelle le mouvement renonçait à la charia comme source du droit et proposait de réinscrire l'article 1er de la Constitution de 59 comme article 1er de cette nouvelle Constitution. Voilà un peu l'historique de cet article qui est très instructif, nous le verrons plus tard. D'accord. Cet article dit « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ». Est-ce qu'on peut expliquer un peu un État libre, indépendant et souverain? En vérité, ces trois mots portent l'histoire de l'indépendance tunisienne. Parce qu'en vérité, ces trois mots, c'est trois synonymes. Parce qu'un État souverain est par définition libre et indépendant. Et un État indépendant, de ce fait même souverain et libre. Pourquoi avait-on mis ces trois mots en 59? C'était pour nous sortions de la colonisation, nous devenions un État indépendant. Il fallait insister sur ce. Pour des considérations historiques. Voilà, c'est pour des considérations historiques. Un seul de ces trois mots aurait suffi, le mot souverain. En vérité, puisque c'est le concept juridique qui englobe à la fois la liberté et l'indépendance de l'État. Mais c'est un mot, c'est une expression, c'est une notion juridique qu'on va reprendre et retrouver dans les deux autres articles 2 et 3, puisqu'ils stipulent que le peuple est le titulaire de la souveraineté. Oui. Je vais juste clôturer avec vous par la question suivante. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la souveraineté de l'État et le peuple titulaire de la souveraineté? Non. Dans la mesure où tout le pouvoir de l'État vient du peuple, il n'y a aucune contradiction. Très bien. Nous allons continuer dans la prochaine émission à traiter ces trois articles 1, 2 et 3 de la Constitution. Merci professeur Slim Larmeni. C'est moi, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Ad litteram par Emel Cheikh.